à tous. Je vais faire ça beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Blandine Calais-Germain, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des personnes que je reconnais, que j'ai connues en stage ou des rencontres par-ci par-là. Et je vais vous présenter la dernière piste de mon travail dans ce domaine, qui a occupé une bonne partie de mon année dernière et à partir de laquelle j'ai écrit un premier livre sur le yoga, qui ne sera certainement pas le dernier, et où je me suis intéressée au rôle des muscles dans le yoga. Voilà. Alors d'abord, une première question. Quel est l'intérêt d'aller étudier l'anatomie pour pratiquer le yoga? Ce n'est certainement pas un intérêt immédiat. Je veux dire qu'à la différence d'une indication de pratique de posture, l'anatomie, c'est quelque chose qui s'étudie loin avant la pratique ou l'enseignement ou après, mais pas au moment de pratiquer. Je dis ça parce que dans les ateliers que nous ferons tout à l'heure, eh bien, le moment de théorie, d'anatomie, il est franchement distinct du moment où tout le monde pratique. Et les consignes et le discours ne sont pas les mêmes. Alors à quoi ça sert d'aller connaître, étudier et connaître la structure du corps, l'anatomie, pour pratiquer le yoga? Alors, on dirait d'abord que l'anatomie peut être utile pour pratiquer toute technique corporelle, mais dans chaque technique corporelle, il y a des aspects particuliers, on pourrait dire un génie particulier, des caractéristiques, et ici c'est tout à fait le cas. Et on va voir que la connaissance de la structure, au moins pour l'enseignant, elle est très importante. Alors d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que le monde des postures, le monde des asanas, c'est un répertoire très vaste, et en même temps, chaque asana propose une forme du corps très définie, enseignée différemment d'une ligne à l'autre, d'une école à l'autre. Bon, mais quand même, quand on entre dans une posture de yoga, on va essayer d'adapter le corps à cette posture, autant que faire se peut. Et là, on peut dire, ben, l'inverse est vrai. Est-ce que la posture peut s'adapter au corps qui la pratique? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à la fois le corps humain dans son anatomie et avec des structures qui sont les mêmes chez tout le monde, pour partie, je veux dire par là que nous avons tous des côtes, nous avons tous des poumons, nous avons tous, sauf pathologie bien sûr, nous avons tous des pieds avec un ciseau ou des genoux avec des ménisques, etc., quand on ne nous a pas enlevés. Mais chaque personne dans un cours de yoga, du fait de ses proportions, du fait de sa qualité corporelle, est-ce qu'elle est plutôt hyperlaxe? Est-ce qu'elle est plutôt à tendance raide? Est-ce qu'elle est plutôt hyperlaxe par endroits et au contraire très diminuée dans ses amplitudes à d'autres endroits? Ou bien est-ce que c'est une personne fatigable? Ou est-ce que c'est une personne au contraire très tonique qui a beaucoup besoin de se dépenser? Ou on peut dire encore d'autres aspects. Est-ce que c'est une personne qui dans son histoire corporelle a eu des événements comme une opération de la hanche ou une opération du pied ou un accident traumatique ou un parcours rhumatologique, etc. Eh bien, un enseignant de yoga, quand il se retrouve face à un groupe de 10 à 20 personnes pour travailler, il peut se dire que chaque personne, même si la structure du corps est commune, chaque personne est un peu un cas particulier. Et quelquefois, ça ne va pas poser de grands problèmes d'adaptation, mais quelquefois si, franchement. Une personne qui a eu une entorse de cheville et qui, suite à ça, est devenue
soit trop laxe, soit au contraire trop limitée dans sa cheville, il faut absolument qu'elle le sache et qu'elle sache adapter son yoga dans certaines postures, en particulier des postures d'équilibre debout, pour ne pas se tordre la cheville une fois de plus. Et parmi toutes ces considérations, il y a dans le yoga une caractéristique, comme je disais tout à l'heure, un aspect de son génie, qui est que le yoga est une des techniques corporelles, pour l'appeler comme ça, on peut l'appeler une technique corporelle, qui emmène le corps dans les plus grandes amplitudes articulaires. Dans le lotus, dans le uttasana, la cigogne, dans des postures comme le grand écart facial, le corps est entraîné dans des amplitudes articulaires qui ne sont pas du tout courantes. Et je prends à témoin le fait que pas mal de danseurs professionnels font du yoga. Pourquoi? Pas tant pour eux, ils ont déjà une pratique corporelle qui est la leur barre de tous les jours ou leur barre à terre, etc. Mais beaucoup de danseurs professionnels pratiquent le yoga, pourquoi? Pour augmenter ou conserver des amplitudes articulaires dont ils ont besoin dans leur métier. Mais il n'y a pas que des danseurs professionnels qui pratiquent le yoga. Il y a monsieur et madame tout le monde qui arrive dans son premier cours de yoga, qui voit faire l'enseignant, qui a quelquefois vu des photos sur des couvertures de livres. Et qu'est-ce que cette personne a vu? Souvent des postures qui sont très très inhabituelles au niveau des amplitudes articulaires. C'est-à-dire qu'on va demander, dans le lotus par exemple, une rotation externe qui peut atteindre 110 degrés. C'est énorme, hein, c'est plus que dans la danse classique. Et donc, la personne qui possède ces amplitudes d'emblée, elle se dit où est le problème, mais la personne qui ne les possède pas, si on lui dit assez vite ou trop vite pour elle de s'installer dans la posture du lotus, eh bien elle va se retrouver face à un mur infranchissable et quelquefois pour le franchir, elle va être amenée à adapter son corps de façon non désirable. Donc c'est très important pour un enseignant et peut-être pour un pratiquant de connaître là où les limites sont bonnes à franchir, parce que quelquefois ces limites viennent de muscles un peu trop enraidis et que les muscles, en les travaillant, on peut les assouplir. Mais c'est très important aussi de savoir quand la limite articulaire ne devrait pas être franchie ou qu'en tout cas on ne devrait pas chercher d'étirement dans cette posture. Je pense à l'instant à la posture Virasana, où on s'assied le bassin entre les pieds. Et bien, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prendre cette posture d'emblée. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'amplitude au genou, mais l'amplitude de rotation interne à la hanche qui leur permet d'orienter tout le membre inférieur depuis la hanche. Donc pour ces personnes-là, eh bien, elles signalent au niveau du genou qu'il y a quelque chose qui tire, et cet étirement du genou, c'est une limite qu'il ne faudrait jamais franchir. Ce n'est pas une limite qui est bonne à franchir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre en tension un ligament, le ligament latéral interne du genou, et qu'en mettant ce ligament en tension, on ne fait pas du bien à un genou. Voyez? Donc, un enseignant qui connaît ça, il va être amené à proposer des adaptations, soit de s'installer plus haut sur des blocs, soit de diminuer la posture, soit tout simplement de ne pas la pratiquer si tôt, d'attendre que le reste du corps soit prêt. Donc ça c'était pour signaler que Anatomie pour le mouvement, qui est mon travail, mon sillon depuis presque 40 ans, eh bien c'est un travail de l'anatomie pour les gens du mouvement, mais c'est détaché presque depuis le début, un département qui est entièrement consacré à l'observation des postures et qui s'appelle Anatomie Yoga. Donc
anatomie yoga, c'est un département d'anatomie pour le mouvement où on met le focus sur les postures. C'est-à-dire qu'on entre dans l'anatomie à partir des postures, on observe et on pratique les postures, et quelquefois on voit comment, pour tel ou tel problème d'un élève particulier, on va être amené à proposer soit des préparations, soit des aménagements, soit le fait de différer la posture. Voilà. Et alors, dans Anatomie Yoga, eh bien, il y a aussi tout un département où on observe non pas les capsules et les ligaments, non pas les viscères, bien que ce soit un objet d'étude, mais on observe les muscles. Et je me suis rendu compte avec le temps que pour beaucoup de personnes, le rôle des muscles n'était pas toujours bien précisé, en tout cas dans leur tête. Pourquoi? Parce que dans le yoga, il y a des mots qui traînent, comme le laisser agir ou le fait de tenir, des mots qui sont un peu contradictoires. Et on ne sait pas toujours si ce qu'on demande aux muscles, eh bien, c'est de se laisser aller, de se détendre, ou au contraire d'agir, d'être un bon garant de l'articulation, ou au contraire de se laisser étirer, ce qui quelquefois va être le focus exact d'une posture. Alors je vais vous proposer d'observer certains dessins qui vont nous amener dans certaines postures et de regarder à partir de là des comportements musculaires complètement différents d'une posture à l'autre. Nous allons commencer par regarder les postures. Ici, nous avons la posture de la sauterelle, une variante de la posture de la sauterelle. Et dans cette posture, eh bien, la principale chose qui est demandée au corps, ce n'est pas vraiment la souplesse. Ce n'est pas une posture qui demande beaucoup de souplesse, à part de savoir se mettre à plat ventre. Et vous voyez, là, on a une variante où les bras sont le long du corps. Ce n'est pas les bras levés, donc on n'a même pas besoin de souplesse d'épaule. Par contre, dans la sauterelle, on demande beaucoup de force à tous les muscles postérieurs du corps. Donc ici, on en voit une partie. Il y a une série de dessins que j'ai fait pour montrer tout cet ensemble de muscles. Et ici, on voit comment, eh bien, pour lever le pied, le genou et la cuisse, eh bien, il faut beaucoup de force, où ça? Dans les fessiers. Alors ici, j'ai dessiné qu'un côté, mais bien sûr qu'il faut les deux côtés. Hein, et il faut de la force aussi dans les muscles qui tiennent le genou en l'air, qui s'appellent les ischio-jambiers. Par contre, il faudra moins de force dans les muscles du mollet. Je ne les ai pas dessinés. Mais dans cette posture, il faut aussi beaucoup de force, où ça? Beaucoup de force dans les muscles du dos, hein, les profonds et les superficiels. Et quand on emmène les bras en arrière et qu'on est sur le ventre, il faut de la force dans les deltoïdes postérieurs, beaucoup aussi, et il faut de la force pour lever la tête, où ça? Dans les trapèzes. Donc nous avons, avec la sauterelle, l'exemple d'une posture qui recrute les muscles dans leurs paramètres de force. Et il y a comme ça une vingtaine de postures dans le monde du yoga qui sont des postures qui demandent surtout de la force. Alors j'en cite d'autres. Il y a le bateau. Vous le voyez, le bateau qu'on appelle aussi quelquefois équilibre fessier, c'est un peu différent mais un peu pareil. Hein. Il y a les postures qu'on appelle la planche vers le sol, vers le bas, et la planche inversée vers le ciel. Des postures comme ça, si vous observez bien, ne demandent pas vraiment la fameuse souplesse qu'on imagine toujours en pensant au yoga, mais demandent beaucoup de force. Et j'allais même dire, si on les sélectionne, il y en a une vingtaine, et qu'on les pratique régulièrement, le yoga va rendre le corps très puissant, très fort. Ce sont des postures qui vont renforcer les muscles. Hein. Et plus on va les pratiquer,
plus on peut les pratiquer intégralement. Au début, on les fait dans les versions douces, mais après, non, c'est pas du tout de la gym douce. Hein. On va en regarder une autre. Voilà. Là, nous sommes dans la posture de la chaise. Vous voyez cette posture où on monte les bras, on incline un peu le tronc vers l'avant. Dès qu'on incline le tronc vers l'avant, eh bien, le dos doit recruter toute sa musculature, surtout si on incline fort. Mais en bas, vous voyez que là aussi, on recrute les fessiers, mais pas que, les ischio-jambiers. Mais ici, je vais partir avec ma flèche. Ici, on voit un muscle qui s'appelle le quadriceps, qui est un muscle sur le devant de la cuisse. Eh bien, ce muscle va empêcher le genou de descendre plus loin en flexion. Et on est sur le muscle le plus fort du corps. Hein. Les muscles, le fessier et les quadriceps, ce sont un peu des muscles, je dis souvent des engins de chantier. Ce sont des muscles extrêmement puissants. Eh bien, en pratiquant régulièrement la chaise, on muscle ses fessiers, ses quadriceps, ses triceps, et même que si on pratique la chaise dans la version sur demi-pointe de pied, est-ce que vous la voyez, hein, qui est un peu différente, où en général on incline moins le tronc en avant, mais on est plus perché sur les chevilles demi-fléchies, en pointe de pied, et bien là, on va recruter tous les muscles stabilisateurs de la cheville et du pied. Et donc on est sur une posture, la chaise, qui est surtout une posture de renforcement. Et du coup, on va recruter les muscles dans leur force. Alors il faut savoir que pour renforcer un muscle, il faut lui proposer une résistance supérieure à celle qu'il est habitué à rencontrer. Donc évidemment que la chaise, pour une personne qui a très peu d'habitude corporelle, eh bien elle penchera peu son dos en avant, elle fléchira peu ses genoux et elle ne montera pas encore sur pointe de pied. Mais pour une personne qui a l'habitude de la pratiquer, eh bien elle pourra aligner les bras très loin ou même mettre des lestes au bout des bras si elle voulait. Elle pourra pencher le dos très loin en avant, elle aura besoin de fessiers pour ça, elle pourra fléchir les genoux davantage, et là, les muscles qu'on vient de citer, on va leur demander 2 à 3 flux de puissance de contraction. Donc on voit qu'on peut travailler sur des gradations. Mais pour l'instant, nous sommes uniquement dans des postures de renforcement. Alors j'ai écrit un livre sur les muscles et l'un des premiers chapitres présente justement des postures qui sont surtout des postures de renforcement. Un peu le kit dans le yoga qui est le kit des postures qui renforcent. Hein? On va en voir encore une. Voilà, ici on est en équilibre debout, la posture de l'arbre. Hein? Et pour tenir cette posture, bien sûr qu'il faut des muscles un peu partout, mais sur ce qu'on appelle la jambe de terre, la jambe d'équilibre, eh bien, pour que le bassin ne bascule pas, il faut une certaine force et du grand fessier, mais aussi d'un muscle qui est en avant, qui s'appelle le tenseur du fascia lata. Et il faut aussi la force de tout un muscle qui est là. Donc on voit que la totalité des muscles du short, comme je les appelle, sont recrutés pour tenir le bassin en équilibre sur le pied de terre. Et dans cette posture aussi, plus que de la souplesse, il n'en faut pas énormément, un peu mais pas tant que ça. On peut la pratiquer sans être très souple, mais il faut pas mal de force. Hein? Ici, nous avons le départ de la posture du bateau. Dans le bateau, comment on est? On est couché sur le dos et on va mettre le dos hors sol. Et on va mettre les pieds hors sol, d'abord à genoux fléchis, c'est beaucoup plus facile. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à les mettre à genoux tendus. Et pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Parce qu'il faudra que les muscles qu'on voit là luttent non seulement contre le poids du membre inférieur, mais aussi contre la résistance des ischio-jambiers qui ne demandent qu'à fléchir le genou. D'accord? Donc ici, on voit des muscles qui sont tous en train de travailler
pour lever la cuisse et tout le poids du membre inférieur. Quels sont ces muscles? On a le psoas ici, on a le couturier là, on a une partie des adducteurs ici, on a le droit fémoral, une partie du quadriceps, et là le tenseur du fascia latin. On voit que rien que pour lever la jambe dans le bateau, on a toute une équipe qui est recrutée. Et bien sûr, plus on lève la jambe longtemps, plus on la lève haut ou à genoux tendus, plus ces muscles vont travailler en puissance. Donc nous sommes sur des postures, et si on ne voyait que ces postures-là, on se dirait, oh là là, le yoga, c'est une ligne de travail corporel qui est surtout renforçante et de puissance. Mais nous allons découvrir tout de suite après que ça peut être exactement l'inverse. Ah oui, quelquefois cette force musculaire, excusez-moi, j'ai oublié ça, elle va être nécessaire pour protéger, comme ici, il faut littéralement protéger les vertèbres qui sont entraînées en flexion en avant dans la posture de la pince. Il faut éviter qu'elle ne soit trop en surcharge. Et pour ça, eh bien, pour éviter que les disques ne soient menacés, eh bien, et le nerf sciatique, on va recruter des muscles puissants à l'arrière de tout le dos pour gainer à l'arrière le dos qui se penche. Donc dans la pince, le travail, quelquefois, il est surtout derrière. On les voit là, ces muscles, vous voyez, quand on fait la pince, ces muscles vont protéger nos disques et protéger nos nerfs sciatiques. Donc cette force musculaire, elle est quelquefois non seulement nécessaire pour exécuter la posture, mais aussi pour protéger certaines parties du corps, comme les disques ou les nerfs. Et maintenant, on va voir au contraire tout l'inverse. Quelquefois, dans une séance de yoga, ce qui est demandé à la musculature, ce n'est pas du tout la force. C'est exactement l'inverse. On demande de détendre complètement. Alors on va donner juste un exemple, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va se dire que dans quelle famille du yoga on trouve ça? C'est beaucoup dans ce qu'on appelle le restorative yoga. Toutes les techniques de yoga où les segments du corps sont supportés et où on va connaître les amplitudes des asanas sans forcément avoir encore déjà la souplesse requise ou la force requise. Alors on va prendre un exemple avec la posture du cordonnier allongé, que beaucoup de gens connaissent, et que j'ai présenté ici sans appareil. Donc quelquefois dans cette posture, vous le savez, on installe une sangle autour des pieds et derrière les genoux pour soutenir. Quelquefois on installe un support sous le haut du corps. Et quelquefois, on installe des supports, c'est à ça que je veux venir, on installe des supports sous les genoux, à droite et à gauche, pour que les adducteurs puissent s'assouplir en détente et qu'on leur demande à la fois de se laisser aller et de se laisser étirer, mais passivement, de façon complètement détendue. Donc là, on n'est plus du tout dans une demande de force musculaire. Vous entendez? C'est complètement différent, alors que ce sont toujours des muscles. Et quelquefois, ce sont les mêmes muscles. Donc, qu'est-ce qu'on fait quelquefois? Quelquefois, on met donc des coussins ou des blocs sous les genoux. Et là, il y a quelquefois un problème. C'est que dans cette posture du cordonnier allongé, il est très rare qu'une personne ait une symétrie de souplesse des hanches à droite et à gauche. La plupart du temps, presque tout le monde, il y a une hanche plus souple que l'autre. Alors si on met le même coussin à droite et à gauche, ici j'ai montré la hanche droite sur le dessin est plus souple et la hanche gauche ne l'est pas tout à fait assez. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La hanche droite se pose avec beaucoup de facilité sur son coussin et les adducteurs de la hanche droite se détendent complètement. Mais la hanche gauche, pas du tout. Le genou
est en suspension, est en l'air, hein, pour parler en langage courant, et le coussin ne soutient pas la cuisse gauche. Et du coup, les adducteurs côté gauche ne peuvent pas se détendre. La détente n'est pas possible. Quelquefois, on va être amené, pour poser la hanche gauche au sol, à faire tourner le bassin. C'est ce que beaucoup de gens vont être tentés de faire pour rétablir la symétrie. Et attention, si on tourne le bassin, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la colonne. Donc on fait tourner la colonne lombaire haute, hein, et dorsale basse. Et donc on va plus ou moins faire payer la non-symétrie de souplesse des hanches par quelque chose qui va être non aligné au niveau de la colonne. Ce n'est pas forcément grave là parce qu'on est allongé, mais est-ce que vous pouvez comprendre que pour le schéma corporel, ce n'est pas non plus forcément intéressant hein, de s'imaginer qu'on a des hanches symétriques alors qu'en fait elles ne le sont pas du tout. Alors il y a une troisième solution qui consiste à mettre plus de coussins des deux côtés. Donc ici on voit qu'on a mis à gauche, pour soutenir cette hanche qui est moins souple, 2 coussins. Ah bon, ça va bien, elle va pouvoir lâcher ses adducteurs. Mais à droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la hanche droite, elle aurait pu aller plus loin. Et du coup, d'accord, elle est détendue, mais elle ne s'assouplit pas. Donc, c'est une posture qui n'est pas étirante pour cette hanche-là. Et donc, finalement, eh bien, quand on s'est repéré, voilà, on peut très bien imaginer de construire une adaptation où on met plus de support du côté de la hanche moins souple et moins de support du côté de la hanche plus souple. Et là, on n'aura pas de torsion du tronc, on aura pour chaque hanche sa possibilité de se laisser détendre, de détendre ses adducteurs, vous comprenez? Et en même temps, de profiter d'une posture soutenue où les muscles s'assouplissent en détente, ce qui est la demande, la proposition de toute la gamme des yogas restauratifs. Bien. On passe. On va voir un autre cas de figure encore. C'est que dans le yoga, quelquefois, ce qu'on demande, ce n'est ni le lâcher-prise, qu'on vient de voir, ni au contraire, ce qu'on a vu avant, le recrutement le plus intense possible. Les deux sont intéressants, hein, je signale, surtout. Ce qu'on va demander aux muscles, c'est la longueur. Et il faut savoir que c'est intéressant, le système des postures. Pourquoi? Parce que on travaille la longueur des muscles dans un contexte de lenteur qui se prête très bien à l'étirement musculaire. Je n'irai pas plus loin, mais on pourrait beaucoup déployer ça. Hein? Le yoga est une ligne de travail très intéressante pour l'assouplissement musculaire. Je n'ai pas dit ligamentaire. Alors on va regarder des exemples là aussi. Hein? On prend une posture connue, c'est le bâton Dandasana, et on voit que dans cette posture, on souhaiterait pouvoir installer le bassin sur le sommet de ses ischions, et on souhaiterait même pouvoir rétablir les courbures physiologiques de la colonne vertébrale. Mais souvent, il y a des muscles qui nous empêchent d'y aller. Ces muscles, nous les voyons là. C'est-à-dire qu'entre le bassin qu'on voit ici et le genou que j'ai dessiné là, eh bien, vous voyez, j'ai enlevé exprès le fémur pour qu'on voit les muscles tout seuls. Hein. Eh bien, on voit ces muscles qui vont de l'ischion jusqu'aux os de la jambe, donc jusqu'au tibia et au péroné. Et ces muscles qui s'appellent les ischio-jambiers, s'ils sont trop raides, trop courts, ils vont littéralement empêcher le bassin de s'installer sur le sommet des ischions, et on aura une posture du bâton avec les ischions partis en avant, le bassin couché en arrière, on appelle ça une rétroversion, et surtout la colonne lombaire
ne pourra pas conserver ses courbures. Donc on se rend compte que pour cette posture, ce qui est important, ce n'est pas la force, c'est la souplesse, et la souplesse d'un groupe musculaire précis qu'on appelle les ischio-jambiers. Et on va retrouver ça dans d'autres postures. Je vous montre par exemple, ici on a le chien tête en bas, Adho Mukha. Eh bien, cette posture, elle est très intéressante parce qu'elle permet de s'appuyer sur les mains. Donc on n'a pas de grands bras de levier avec le tronc, on ne prend pratiquement pas de risque avec les disques. Mais qu'est-ce qui est nécessaire dans cette posture? Pour percher le bassin ischion en l'air, dans cette posture, il faut non seulement des ischio-jambiers qu'on voit ici, non pas forts, mais longs. C'est complètement différent comme demande. Et il faudrait qu'il soit plus ou moins détendu, mais en tout cas, sûrement, il faudrait qu'il soit long. Et donc, il y aura tout un travail éventuellement à faire pour donner à ces ischio-jambiers cette longueur. Et ici, on voit qu'il n'y a pas que les ischio-jambiers. Il nous faut aussi la longueur sur toute la chaîne musculaire qui va depuis l'ischion là-haut jusqu'au talon en bas. Et dans cette chaîne musculaire, nous allons trouver un groupe de muscles qui s'appelle les gastrocnémiens, qu'on appelait avant les mollets ou les jumeaux. Tout ça, c'est pareil. Donc, on voit qu'ici, dans cette posture du chien tête en bas, ce n'est pas la force qu'il nous faut, c'est la souplesse, et la souplesse musculaire. Et la bonne nouvelle, c'est que la souplesse musculaire, ça peut se travailler. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le yoga est un contexte particulièrement intéressant pour ça. Même si quelquefois, la posture immédiatement ne sera pas forcément prenable telle qu'elle, il faudra l'adapter. On en regarde un autre. Voilà, ici on a à nouveau la pince, et on imagine que la hanche a donné suffisamment de possibilités de flexion parce que les ischio-jambiers seraient assez longs. Eh bien, si la pince peut être pratiquée avec une vraie flexion à la hanche et pas trop de flexion dans le dos, eh bien, la position qu'elle donne au corps, c'est ce grand étirement de toute la face postérieure du corps. Non seulement on aura le grand étirement des ischios et des jumeaux, mais aussi on va avoir la plus grande nappe musculaire du corps mise en étirement qui s'appelle le grand dorsal. Voilà. On va retrouver la même chose si on pratique la pince debout. Donc on voit que dans certaines postures, ce n'est pas la force qu'on recherche, c'est la souplesse. Est-ce que vous pouvez comprendre que les mots d'enseignement, les mots pédagogiques, les conduites de partie du cours, les progressions, elles n'ont rien à voir. Donc on se dit, tiens, dans une séance de yoga complète, je peux être emmenée dans des moments très forts, dans des moments très relâchés, dans des moments très longs, où mes muscles, on leur demande de la longueur. Voilà, ici on a une posture, c'est pas encore la posture, mais c'est la préparation d'une posture connue qui s'appelle la tête de vache, où on va chercher à joindre ses mains, une en bas, une en haut, par derrière le dos. Et dans cette posture, ça c'est la couverture du livre, dans cette posture, eh bien il se trouve qu'on étire un muscle qui est là, qui s'appelle le triceps brachial. Ce n'est plus le triceps du mollet, c'est le triceps brachial. Alors on regarde ce muscle, on voit le triceps entier ici, c'est un muscle qui se trouve à l'arrière du bras, et comme tout ce qui est à l'arrière du corps, en général, on connaît mal. Donc le triceps, il fait un peu partie des muscles moins connus, oui, il est là, et on lui trouve, alors plus exactement, regardez que c'est une partie du triceps qui est ici, qu'on appelle le long triceps. Tiens, pourquoi on l'appelle long triceps? Parce qu'en fait, regardez l'autre chef ici, il va du bras jusqu'au coude, jusqu'au cubitus, jusqu'à l'ulna. Et le muscle qui est là aussi va du bras jusqu'à l'os de l'avant-bras.
Mais ce troisième muscle que nous voyons ici isolé, eh bien, il monte plus haut. Il va jusqu'à l'omoplate. Et quand on le met en tension par une élévation du bras, plus une flexion du coude, c'est ce qu'on fait dans la tête de vache, eh bien, il ne va pas laisser l'omoplate tranquille. Il va emmener l'omoplate, et souvent dans la tête de vache, on voit une espèce de saillie ici sur le côté du bras qui signale que l'omoplate a été emmenée en bascule beaucoup trop importante par ce muscle qui n'est pas encore tout à fait prêt. Donc on va le regarder. Voilà, donc on peut préparer ce muscle. Est-ce que vous le voyez? Il s'appelle le long triceps. Donc ce muscle ne vient pas de l'humérus, il vient de l'omoplate. Et quand on fait la tête de vache, eh bien ce muscle emmène notre omoplate. Regardez où est l'omoplate là. Elle est partie complètement sur le côté et quelquefois là, elle va saillir exagérément. Ce qui veut dire que le muscle n'est pas tout à fait prêt. Hein? Bien, on va regarder un quatrième cas de figure. Alors quelquefois, ce qui est demandé dans les postures, c'est ni la force brute de déco, hein, non, ni la souplesse qui demande quelquefois des mois ou des années, ni le lâcher prise. Non, rien de tout ça. Ce qui va être demandé, c'est la coordination, sans que ce soit la force, sans que ce soit que la souplesse, sans que ce soit le relâchement, la coordination de l'état de certains muscles entre eux. Alors ça, c'est surtout vrai dans les moments où on tient la posture, coucou Bruno, où on tient la posture et où on doit quelquefois demander un muscle un peu de force, un autre beaucoup de souplesse. On va observer des cas de figure. Hein? Alors on va regarder par exemple la posture du demi-pont. C'est une posture connue, pas très difficile, fait partie des postures débutantes. Et on sait que dans cette posture, il faut de la force dans les fessiers. Pourquoi? Pour soulever le bassin. Et de la force dans le dos pour soulever le dos. Hein? C'est une posture qui demande de la force. Mais c'est une posture qui demande aussi de la souplesse à la hanche. Pourquoi? Parce que si la hanche n'est pas suffisamment ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le bassin va rester coccyx vers le sol. Or, il faudrait arriver à rouler le bassin, coccyx vers le plafond, pubis vers le plafond. Ça s'appelle une rétroversion. Bon, pour faire cette rétroversion, on va avoir besoin d'abord d'une hanche qui soit prête. Peut-être qu'on aura préparé la hanche par des systèmes d'assouplissement préalables, mais il y a des muscles qui peuvent nous permettre de rétroverser. Et ici, nous en avons un groupe. Nous voyons les muscles abdominaux antérieurs, qu'on appelle les droits antérieurs de l'abdomen. Ce sont les muscles très connus, des carrés de chocolat. Hein. Ces muscles sont capables de tracter le pubis en direction du sternum, c'est-à-dire qui peuvent nous faire rétroverser le bassin. Donc on peut très bien chercher, tout en tenant la posture, à placer le bassin en rétroversion grâce à cette musculature. Mais ils ne sont pas les seuls. On va voir que pour faire le même mouvement de rétroverser le bassin, eh bien on peut aussi aller chercher les muscles... Ah, pardon, excusez-moi. Les muscles qui sont ici, hein, qui sont par en dessous. Et c'est quoi ces muscles-là? Ce sont les grands fessiers, encore eux. Hein, grands fessiers qui vont orienter le bassin, non pas par un travail devant le ventre, mais par un travail sous les fesses. Donc on voit que les grands fessiers, à ce moment-là, vont servir non seulement à lever le bassin, mais aussi à le placer en bonne rétroversion. Et on voit que si on utilise beaucoup les grands fessiers, eh bien on va devoir lutter contre un muscle
qui est là, dont on a parlé tout à l'heure, un muscle qui s'appelle le droit fémoral, et qui est un muscle quelquefois qui a besoin d'être assoupli au préalable, hein, c'est-à-dire quelquefois avant de faire le pont, ce serait peut-être bien, tout simplement, d'aller chercher son pied par derrière et d'assouplir et le devant de la cuisse et le devant de la hanche pour qu'il y ait tout simplement moins de frein au mouvement. Et ça, c'est la coordination des différents acteurs du mouvement. Il y a des acteurs qui vont devoir donner de la souplesse, pendant que d'autres donnent plus de force. Et ceux qui donnent plus de force, ben c'est intéressant de savoir, parce que c'est presque toujours le cas dans le corps, qu'on a deux acteurs possibles pour faire la même action. Alors on passe, on revient à l'arbre, merci, hein, dont on avait vu les muscles acteurs tout à l'heure, et on se dit, tiens, dans l'arbre, il n'y a pas qu'en haut qu'il faut que je tienne mon équilibre, il faut aussi que je tienne où ça? Tout en bas. Il faut que je perche tout mon corps sur l'os du talon, qu'on voit là, qui est un os, regardez la forme qu'il a vue par derrière, on dirait un œuf à la coque. Hein. Donc c'est un os qui est prêt à rouler, parce qu'il n'a pas de coquetier en réalité. Et donc qu'est-ce qui va faire qu'il reste en place? Eh bien, d'une part, c'est qu'on recrute bien sûr son muscle postérieur, mais aussi, il faut recruter au bon moment des muscles qui vont aller chercher la cheville par en dessous, par derrière, et pas que au milieu, aussi sur le côté. Regardez, en voilà un deuxième. Et alors là, il y en a toute une collection, je n'en montre que deux, mais ils sont 5 ou 6, hein, qui sont des muscles stabilisateurs latéraux de la cheville et qui vont permettre, au moment où on cherche la force tout en haut pour tenir le bassin, eh bien, qui vont permettre d'organiser réciproquement leurs actions pour arriver à équilibrer cet œuf coque qui est l'os du talon. Hein, et que sinon, c'est quasiment impossible de tenir la posture, vous comprenez, il faut trouver cette synergie, comme on dit, cette coordination entre des muscles différents qui vont unir leurs actions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore une vue. Non, c'est la fin. Voilà. Si vous avez quelques questions à poser. Pour les muscles qui renforcent, oui. Travailler au niveau de la respiration, sur l'inspiration. Alors, les deux en général, hein, les deux sont possibles. Alors, c'est sûr que l'inspiration se coordonne plus volontiers avec le tonus. Et l'expiration, écoutez bien, de repos, c'est-à-dire la petite expiration comme un soupir, se coordonne plus volontiers avec tout ce qui est de l'ordre du relâchement. Mais attention, on peut aussi faire une expiration très, très longue, et à ce moment-là, on retrouve dans l'expiration une qualité tonique possible. Donc, l'expiration, selon son calibre d'expiration, elle pourra servir aux deux. Voilà. Question? Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et...